Bonsoir. Je vais commencer par une annonce parce que j'ai peur de l'oublier, parce qu'elle n'était pas prévue, parce qu'on vient de faire les comptes et on va certainement dégager un petit bénéfice. Alors, on fait vraiment pas ça pour de l'argent. Et donc, si vous le voulez bien, vous nous le direz avec vos applaudissements, on versera ce bénéfice au Resto du Cœur. Bon, ça veut dire que la réponse est oui. Bon, vraiment un grand merci d'être venus aussi nombreux et je dois dire que là, la formule n'est pas galvaudée, donc c'est assez impressionnant de vous voir tous. Donc, grand merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. On voulait aussi remercier le Grand Théâtre de Provence, qui a eu une oreille extrêmement attentive quand Vigipirate ne nous a plus permis de rentrer à la fac des sciences, où on avait un amphi de 800 places. Et donc aujourd'hui, on se retrouve 1300 dans cette belle salle du GTP. On veut vraiment remercier toutes les équipes du Grand Théâtre de Provence qui ont été vraiment à notre disposition, à notre écoute et extrêmement bienveillants. C'est un vrai plaisir d'être ici et d'organiser cette rencontre. Alors, un grand merci aux différentes associations qui ont organisé cette rencontre. Il s'agit de Pachamama, les Amis du monde diplomatique, les Déconomistes qui assurent toute la vidéo. Et la vidéo sera disponible en fin de semaine prochaine, le temps qu'on fasse les montages, sur la chaîne YouTube des Déconomistes. Déconomistes avec 2 N, puisque ça n'a rien à voir avec l'économie, mais avec déconner. Ce sera également aussi disponible sur la chaîne des shifters et sur la chaîne de Réseau Salariat. Donc, les shifters font partie de l'association qui organise cette rencontre et Réseau Salariat également. On voulait remercier tout spécialement également les bénévoles. Leur enthousiasme et leur énergie contribuent au succès de cette rencontre. Je pense qu'on peut les applaudir. Et bien sûr, un grand merci à Bernard Friot et à Jean-Marc Jancovici qui ont répondu à... Alors, comment va se dérouler cette rencontre ? D'abord, les échanges de nos 2 conférenciers dureront 1h10. Ensuite, vous aurez la parole jusqu'à 21h15. Donc, chacun d'entre vous disposera de 2 minutes pour intervenir ou poser une question. Au-delà des 2 minutes, vous verrez, il y a une petite musique qui se mettra en route pour vous dire que vous avez utilisé votre temps de parole. Voilà. Et si vous prolongez au-delà des 2 minutes... Ah non, je ne vais pas le dire parce qu'il y en a qui vont relever le défi. Donc, voilà, je m'arrête là. À 21h15, il faudra absolument que nous quittions la salle de spectacle. Donc il faudra sortir à 21h15. C'est le contrat qu'on a passé avec le Grand Théâtre de Provence. Mais on se retrouvera de toute façon dans le hall du théâtre. Et là, on pourra prolonger les échanges. Mais ce hall, il faudra à son tour le quitter à 21h45. Mais on pourra aussi continuer les échanges dehors, dans le patio. On a tout prévu. Donc,
Comme je vous le disais, on est vraiment très très heureux de recevoir et d'accueillir Jean-Marc Covici et Bernard Friot. Bernard Friot est économiste, il est également sociologue et il est le théoricien du salaire à vie. Jean-Marc Jancovici est le président du Shift Project, qui est le think tank de la transition bas carbone. Donc pour lancer le débat, j'ai une première question qui est la suivante. La nécessaire réduction des machines implique-t-elle la décroissance? Et c'est Bernard qui s'y colle en premier. Je propose, quant à moi, de refuser les termes abstraits du débat, croissance versus décroissance. La croissance dans nos sociétés modernes, c'est la conjugaison éventuellement conflictuelle de deux fuites en avant. Une fuite en avant capitaliste, dans une accumulation de marchandises en vue du profit, et une fuite en avant technocratique dans des grands projets en vue de la puissance, y compris coloniale. Et cette croissance des marchandises et des grands projets génère une décroissance formidable des espèces vivantes et des conditions de notre vie sur Terre, une décroissance très inquiétante des droits des travailleurs sur leur lieu de travail, une décroissance de l'accès à une alimentation de qualité, à des transports de proximité de qualité, à un logement de qualité, à un air de qualité, à des soins de qualité, une éducation de qualité, et une décroissance des libertés publiques. Le refus de cette décroissance des droits et de l'accès aux biens et services, surtout dans les catégories populaires qui en sont les premières victimes, conduit la classe dirigeante à dévoyer ce refus dans la désignation d'un bouc émissaire, les immigrés, les musulmans. Nous sommes actuellement en pleine hystérie médiatique et politicienne à ce propos, et dans l'instauration d'un État fort, criminalisant les mobilisations concrètes contre la décroissance de nos droits, la décroissance de notre accès aux biens et services fondamentaux, la décroissance des conditions de notre vie heureuse sur la planète. La croissance de l'extrême droite, son accueil dans l'arc républicain, inimaginable il y a 20 ans, sont évidemment le résultat de cette fuite en avant, tant économique que politique. La criminalisation des mobilisations contre la décroissance de nos droits et de la satisfaction de nos besoins fondamentaux est menée avec d'autant plus de vigueur que l'adhésion à la production telle qu'elle nous a imposée par la double logique du profit et de la puissance, cette adhésion est de plus en plus réduite. On pense à tous ces jeunes nombreux à refuser d'inscrire leur travail dans l'impasse de la marchandise capitaliste ou du grand projet absurde. Ce que j'attends du débat de ce soir, c'est que nous avancions ensemble dans l'énoncé des voies par lesquelles nous allons mettre la production sur ses pieds, les citoyens travailleurs, la sortir de la folie, en finir avec l'accumulation de marchandises capitalistes et les addictions mortifères qu'elles génèrent, en finir avec les grands projets absurdes et la volonté de puissance nationaliste qu'ils flattent. Enfin, faire croître l'accès de tous à une alimentation de qualité, faire croître l'accès de tous à un logement de qualité, à un cadre de vie de qualité, à des mobilités de qualité, à une culture et une éducation de qualité, à un rapport sensible au vivant et à la nature de qualité, et donc à un travail de qualité. Nous n'irons plus, en traînant les pieds, contribuer à une accumulation de marchandises capitalistes ou à de grands projets absurdes dont nous voyons bien les conséquences négatives. Nous déciderons ensemble des biens et services dont nous avons tous et égalitairement besoin, et nous serons enfin heureux au travail, parce que c'est nous qui en déciderons, et ce que nous en ferons sera conforme à notre déontologie. Vive la croissance de tout ce qui permet notre vie apaisée sur Terre, vive la croissance de tout ce qui organise notre responsabilité énorme de construire notre monde selon un rapport réflexif de raison avec les autres vivants et le non-vivant. J'espère que vous me pardonnerez une réponse qui va être beaucoup plus terre-à-terre au regard de la question posée.
Donc moi, je pourrais ne pas tenir 3 minutes et tenir 3 secondes. Est-ce que la baisse du parc de machines implique une décroissance du point de vue physique? La réponse est oui, très clairement. Parce que quand on regarde historiquement ce à quoi nous ont servi les machines, elles nous ont servi très exactement à l'inverse, c'est-à-dire à augmenter la quantité de flux physique qu'on est capable de traiter. Avec ces engins de travaux publics et ces grues, l'ouvrier de la construction est capable de créer des mètres carrés de bâtiments construits beaucoup plus rapidement qu'à l'époque où il y avait des pelles et des pioches. Quand on regarde la quantité de tonnes de blé ou la quantité de tonnes de carottes qu'un agriculteur est aujourd'hui capable de produire avec ses moissonneuses-batteuses, ses tracteurs, ses usines d'engrais, il est capable d'en faire beaucoup plus par personne, quasiment 200 fois plus par personne quasiment, qu'il y a 2 siècles. Et ça, c'est grâce aux machines, enfin à cause d'eux, je ne sais pas comment... Il n'y a pas de connotation positive derrière ce que je suis en train de raconter, c'est simplement factuel. Le marin moderne qui pilote un bateau à moteur, il est capable de transporter beaucoup plus de marchandises que le galérien de l'ancien temps. La puissance d'une galère de l'ancien temps, c'était quelques dizaines de kilowatts. La puissance d'un bateau de la marine marchande moderne, c'est quelques dizaines de mégawatts. Donc on a gagné un facteur 1000. Et je pourrais énoncer comme ça, tous les flux physiques qu'on peut regarder, donc tout ce qui se mesure en mètres carrés, en litres, en tonnes, en kilowattheures, etc. Quand vous regardez la manière dont ça a évolué depuis que nous vivons dans l'ère des machines, vous vous rendez compte que ça a été affecté par des coefficients multiplicatifs absolument extraordinaires. Et comme je parle sous le contrôle de mon voisin de gauche, les revenus, ça n'est rien d'autre monétairement que la production, hein, c'est la même chose. Ça veut dire que cette augmentation considérable de la production a créé une augmentation considérable des revenus matériels. L'augmentation considérable des revenus matériels, on la doit essentiellement aux machines. Alors une fois que j'ai dit ça, est-ce que la baisse forte du nombre de machines va baisser les flux physiques? La réponse est oui, donc ça sera plus difficile de faire 1 mètre carré de logement ou de déplacer une tonne d'un point A à un point B dans un monde avec de moins en moins de machines, c'est absolument évident. Est-ce que ça veut dire que derrière, ça implique la décroissance sans complément d'objet? Ben non, la décroissance sans complément d'objet, moi je ne suis pas capable, là je vais rester très trivial, je ne suis pas capable de dire ce que ça recouvre. Donc décroissance physique, je comprends. Décroissance du nombre d'espèces aussi, ça je comprends. Décroissance ou croissance monétaire, ben ça, en fait ça dépend essentiellement de ce qu'on a envie d'en faire. Parce que pour passer de la production dite en volume au produit intérieur brut, qui est le grand alpha et oméga et le grand graal aujourd'hui d'à peu près tout débat économique, il faut passer par une case intermédiaire qui s'appelle la correction de l'inflation. Et la correction de l'inflation aujourd'hui est impossible à faire autrement qu'avec des règles conventionnelles. Je m'étais amusé à faire un petit calcul d'ordre de grandeur, j'adore ça. Je m'étais amusé à faire un petit calcul d'ordre de grandeur. Si on considère qu'il y a quelques milliards de produits disponibles à la consommation finale dans le monde moderne, et il y a 10 personnes à l'INSEE pour faire la correction de l'inflation, à supposer qu'ils ne dorment jamais, donc qu'ils travaillent H24 et qu'ils ne prennent jamais de vacances, ça fait une fraction de seconde par produit pour faire la correction de l'inflation. Bien évidemment, c'est quelque chose qui n'est absolument pas fait, j'ai envie de dire produit par produit, c'est fait avec des conventions. Donc si on accepte l'idée qu'on supprime la notion d'inflation, il n'y a strictement aucun problème pour qu'avec moins de machines, on puisse avoir plus de croissance économique, ça ne pose aucun problème. Par contre, sur le plan purement physique, j'insiste, là malheureusement c'est une donnée d'entrée, avec moins de machines, on aura une production physique qui va baisser. Et ça se constate déjà dans les pays qui sont aujourd'hui en décroissance subie de leur approvisionnement énergétique, c'est-à-dire de leur parc de machines au travail, et de très très beaux exemples, enfin très beaux, eux ils ne vont pas trouver ça très beau, mais des exemples malheureusement très parlants qu'on peut observer juste à côté de chez nous, c'est toute l'Europe du Sud, qui était extrêmement dépendante du pétrole. Le pétrole représentait la moitié de l'approvisionnement énergétique primaire de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal avant 2008. Et le retournement de l'offre sur le pétrole conventionnel depuis 2008 a engendré dans tous ces pays-là, et en Grèce également, une décrue depuis 2008 ou un arrêt de la hausse du PIB. Le pays le plus spectaculaire, c'est la Grèce, et ce n'est pas parce que les Grecs ne payent pas leurs impôts, ça n'a rien à voir avec ça. Qui payent ou qui ne payent pas, enfin je veux dire, qu'ils les payent ou qu'ils ne les payent pas, c'est juste une affaire de redistribution. Ça n'impacte pas ce que je viens de dire. Voilà, donc en Grèce, où on va dire le PIB suit le flux physique, depuis 2008, le PIB décroît. En Italie, c'est pareil, avec les résultats politiques que l'on peut observer. Voilà, donc dans un monde avec moins de machines, oui, les flux physiques vont décroître, et j'insiste, ça sera plus difficile d'obtenir un objet manufacturé, quel qu'il soit. Voilà. Alors après, est-ce que tous les objets, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, est-ce que tous les objets sont indispensables à notre bonheur? Ça, c'est un autre débat. On verra ça dans les questions suivantes.
Alors, quel serait l'impact sur les inégalités salariales des trajectoires de transition sans modification du système actuel? Le salaire attaché à la personne n'est-il pas une des conditions de la bifurcation? Alors, puisqu'on intervertit l'ordre à chaque question, là, à nouveau, c'est difficile pour moi. J'ai pas de religion sur la façon dont l'avenir va se présenter de ce point de vue, parce que je pense qu'il reste raisonnablement ouvert. Par contre, ce qu'on peut constater sur le passé, à nouveau, là, quelques observations. Entre 1900 et 2000 et 1980 plus exactement, au moment des chocs pétroliers, et c'est pas un hasard, les inégalités en France ont considérablement baissé. Quand on regarde la part du patrimoine qui était détenu par les 1% des Français les plus riches, c'était plus de la moitié en 1900. C'est-à-dire qu'en 1900, les 1% les plus riches des Français détenaient plus de la moitié du patrimoine des Français. Et c'est descendu au tiers de cette valeur aux alentours des chocs pétroliers, entre le tiers et le quart de cette valeur. Et depuis les chocs pétroliers, ça a commencé à remonter. Ce qui veut dire que tant qu'on était en approvisionnement croissant d'énergie par personne en France, tant que le parc de machines par personne augmentait en France, et c'est ça qui a permis l'émergence des classes moyennes, les inégalités baissaient. Et depuis que l'approvisionnement énergétique par Français s'est arrêté d'augmenter, c'est-à-dire depuis 1980 à cause des chocs pétroliers, eh bien, les inégalités remontent. Elles ne sont pas du tout remontées au stade où elles étaient en 1900, mais elles remontent. Et sur le salaire, c'est exactement pareil. Enfin, sur les revenus, plus exactement, pardon, pas les salaires, donc salaire et rente, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en 1900, les 1% des Français disposant des plus hauts revenus captaient un quart des revenus de l'ensemble du pays. Et en 1980, c'était descendu à 8%. Et puis depuis, c'est remonté également. C'est-à-dire qu'en fait, historiquement, ce qui s'est passé, c'est que la hausse de l'approvisionnement énergétique, c'est-à-dire du parc de machines par personne, a fait baisser les inégalités. Voilà, ça c'est quelque chose qui se constate dans le passé. Alors à l'avenir, dans un monde qui va se retrouver en contraction énergétique, c'est évident que si on n'y prend pas garde, et donc moi je vais finir sur une interrogation et pas sur une affirmation, c'est évident que si on n'y prend pas garde, il y a un risque évident que les inégalités se mettent à augmenter. Ça me paraît très clair. Dans ta question, Denis, il y a déjà quand même un point de vocabulaire. Tu parles de transition. Je ne crois pas qu'il y ait de transition. Il faut une rupture. Une bifurcation, une redirection, mais certainement pas une transition. Si chaque fois que j'achète pas au demeurant, une bocal de Nutella à Ferrero plante un arbre, ras-le-bol, d'accord. Il n'y a aucun avenir à la transition écologique. Seule la sortie du capitalisme nous sortira des impasses dans lesquelles nous sommes. Alors, sans modification du système actuel, il est clair que ce sont d'abord les plus vulnérables qui seront éliminés ou davantage exploités. Donc, est-ce que le salaire attaché à la personne est une des conditions de la bifurcation? Réponse oui. Aucune possibilité de rupture démocratique en matière d'écologie tant que nos droits économiques seront attachés à notre performance sur le marché du travail ou sur le marché des biens et services, tant que nos droits, nos salaires, nos bénéfices seront en fonction de la performance dans la production de valeur. Dans ce cas-là, évidemment, nous sommes engagés dans une logique du toujours plus dont on ne peut pas sortir. Et puis si nos droits dépendent de notre contrat de travail et ne sont pas attachés à d'autres personnes, si c'est notre contrat qui décide notre salaire, notre rémunération, alors nous sommes sous le chantage de l'entreprise. Et aucune bifurcation écologique n'est possible tant qu'il y a une possibilité de chantage de l'entreprise sur les travailleurs. Moi, je ne dirais pas faire la morale écologique à des travailleurs qui défendent leur emploi, fût-il totalement désastreux du point de vue écologique, si leurs droits dépendent de leur emploi. Donc il s'agit d'en finir avec le fait que le salaire soit attaché à l'emploi ou à la performance sur le marché des biens et services s'agissant des travailleurs indépendants. Et la bonne nouvelle, c'est que le tiers des plus de 18 ans a déjà
un salaire lié à sa personne. Vous avez les 6,5 millions de fonctionnaires, c'est la définition de la fonction publique. C'est pour ça que les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire pendant le confinement, quoi qu'ils aient fait. Certaines n'ont plus travaillé, les soignantes, mais d'autres étaient dans la situation d'un peu tout le monde, c'est-à-dire travailler beaucoup moins. Ils sont conservés 100% de leur salaire parce qu'un fonctionnaire n'est pas payé pour ce qu'il fait. Nous sommes sortis de la logique capitaliste qui nous paye pour ce que nous faisons, puisque comme nous ne décidons de rien au travail, nous ne sommes payés qu'après avoir posé l'acte de subordination. Le salaire à la tâche, c'est le cœur de la rémunération capitaliste. Là, nous avons commencé par toute la bataille syndicale du XXe siècle à sortir de cela, à lier le salaire à la personne et non pas à la tâche qu'il fait. C'est le cas des fonctionnaires, 6,5 millions de fonctionnaires. C'est le cas de la moitié des retraités. Sur les 17 millions de retraités, il y en a 9 qui ont une pension supérieure ou égale au SMIC, parce qu'en dessous du SMIC, on ne peut pas parler de salaire, évidemment. Mais la pension a été construite, c'est tout l'enjeu de la réforme des pensions que d'en finir avec cela. Elle a été construite en 1946 comme la continuation d'un salaire, non pas comme la contrepartie de cotisation. La pension, ce n'est pas j'ai cotisé, j'ai droit, c'est comme retraité, je n'ai plus besoin de faire allégeance à un employeur pour être titulaire de mon salaire. La retraite, c'est la poursuite d'un salaire de référence. C'est comme ça qu'elle a été construite en 1946 contre les pratiques antérieures qui faisaient de la retraite le différé de cotisation. Et aujourd'hui encore, sur les 340 milliards de retraites, 250 sont calculés sans tenir aucun compte des cotisations. C'est un salaire continué qui dissocie le salaire de l'emploi pour l'attribuer à la personne. Ajoutons les salariés à statut, qui ont été, dont le statut a été copié sur la fonction publique, à l'EDF, GDF, à la RATP, à la SNCF. C'est tout à fait significatif que la classe dirigeante s'attaque à ces statuts, les supprime. Pourquoi ? Parce qu'il faut, pour qu'elle puisse, encore une fois, nous tenir dans des activités avec lesquelles nous sommes de plus en plus en désaccord, pour des raisons à la fois écologiques et anthropologiques, évidemment, il faut que nous ne soyons payés qu'après avoir posé l'acte de subordination et que nous ayons un salaire à la mesure même de cet acte de subordination. Nous avons inventé tout à fait autre chose. Le tiers des plus de 18 ans, 17 millions sur les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes, a déjà un salaire lié à la personne. Passons à 100%. Le salaire doit devenir le fait de tous les majeurs. Tout le monde, à 18 ans, de devenir titulaire du premier niveau de qualification, 1 800 € puisque c'est le SMIC revendiqué, net, et pouvoir progresser au cours de sa vie par des épreuves de qualification en salaire, mais dans la limite de 5 000 €. Nous pensons à Réseau Salariat qu'un rapport de 1 à 3 est bien suffisant pour organiser la production, et qu'au-delà de 5 000 € par mois, en dehors d'emmerder le monde, je ne sais pas très bien ce qu'on peut faire. Et donc, le salaire comme droit de la personne majeure, c'est un enrichissement de la citoyenneté. Moi, je trouve formidable la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen telle qu'elle s'opère en août 89, qui pose que dans une société aristocratique où évidemment ce n'est pas le cas, chacun naît et demeure libre et égaux en droit. Et c'est sur cette base-là que va se construire la citoyenneté comme abstraction, qui fait que, quelle que soit notre origine sociale, notre diplôme, notre couleur de peau, nous sommes postulés en capacité, en responsabilité de la chose publique, sauf que la bourgeoisie a exclu le travail et la production de la chose publique, à dépolitiser le travail. Il s'agit au contraire de faire du travail le cœur de la politique et donc d'enrichir la citoyenneté de 3 droits. La qualification personnelle, ce qui n'est pas le diplôme. Le diplôme, c'est le travail concret. C'est ce qui nous permet de faire telle ou telle activité. La qualification, autre chose, c'est le travail abstrait. C'est la reconnaissance que nous contribuons à tel niveau à la production de valeur économique. Il s'agit de nous poser comme en responsabilité du travail abstrait, donc de l'investissement, des choix d'inscription à la division internationale du travail, etc., etc.,
nous devons et donc être à 18 ans et jusqu'à notre mort titulaires d'un salaire qui exprime cette responsabilité, d'un deuxième droit qui est le droit de propriété d'usage de tous les outils que nous utiliserons, car comment être souverain à l'échelle microéconomique si nous ne... ce qui est la condition de la bifurcation écologique, hein, sortir de l'accumulation de marchandises capitalistes et des grands projets absurdes, ça suppose que nous prenions le pouvoir sur le travail, ça suppose au niveau microéconomique que nous soyons donc propriétaires d'usage des outils de travail, et puis au niveau macroéconomique, que ce soit nous, en tant que citoyens, qui décidions de la création monétaire, qui décidions des accords internationaux en matière de division internationale du travail, qui décidions des investissements en matière territoriale selon des procédures démocratiques à inventer. Mais l'enrichissement de la citoyenneté est absolument nécessaire au demeurant pour éviter que la crise dans laquelle elle est aujourd'hui, le fait que les jeunes et les catégories populaires ne votent plus, soit l'occasion pour la classe dirigeante de sortir son joker fasciste, ce qui est toujours le cas quand il y a trouble dans la citoyenneté. Merci Bernard. Alors tu gardes la parole pour la troisième question. Quels sont les besoins de reconversion et de formation pour transformer l'emploi ? Faut-il travailler plus dans un monde contraint en énergie ou bien répartir le travail pour créer un emploi pour tous à l'heure où des initiatives sont lancées pour la semaine des 4 jours ? Non, le problème, ce n'est pas l'emploi pour tous. L'emploi pour tous, c'est la subordination pour tous. Nous ne sortirons pas de la fuite en avant qui nous mène à un désastre écologique avec de l'emploi pour tous. C'est salaire pour tous, d'accord ? Droit économique ne dépendant pas du contrat de travail. Ça, c'est absolument fondamental. Nous ne prendrons le pouvoir sur le travail, ce qui est au cœur de toute bifurcation écologique, que si, encore une fois, nous sommes titulaires de nos droits économiques, s'ils ne dépendent pas du contrat que nous passons avec une entreprise. Deuxièmement, telle que la question est posée, on a l'impression qu'on irait vers moins de travail. Moi, je récuse totalement l'idée de pénurie de travail. Enfin, qui est pénurie d'emploi, que la classe dirigeante organise la pénurie d'emploi pour peser sur les droits des travailleurs, c'est tout à fait évident. Mais pénurie de travail, ça ne veut rien dire. Il faut augmenter le travail vivant, alors que le capitalisme le remplace par le travail mort. Alors, avec des bénéfices incontestables en termes de pénibilité du travail, etc., de quantité produite, mais avec ce remplacement du travail vivant par le travail mort en matière agricole, ce que la FNSEA et beaucoup trop de chercheurs en agronomie nous préparent, une agriculture sans paysans, c'est un désastre écologique, anthropologique assuré. Il faut au contraire augmenter le travail vivant dans la production. Et puis, il faut des changements majeurs dans le travail. Moins pour l'activité immédiate de production. Parce que une pomme produite dans des conditions de respect du métabolisme avec le vivant et la nature est infiniment plus nutritive que 32 pommes industrielles. On va donc produire beaucoup moins de pommes pour une qualité nutritive supérieure et avec plus de travail vivant, parce que pour faire une pomme dans des conditions encore une fois, de symbiose avec la nature, il faut beaucoup plus de travail vivant que pour faire 32 pommes industrielles. Donc il faut moins pour l'activité immédiate de production, mais beaucoup plus pour la délibération du contenu de la production. Donc dans le temps de travail, il va falloir inclure la délibération sur le contenu de la production, l'évaluation de l'outil légué par l'entreprise capitaliste. On va pas le détruire. Je pense à tout ce que l'intranet d'Airbus pendant le confinement, le premier confinement, a véhiculé de propositions des salariés d'Airbus qui sont les premiers concernés pour dire on ne va pas continuer indéfiniment à envoyer des avions dans le ciel. Nous sommes dans la mode de l'industrie sur Toulouse. Comment utiliser ce formidable appareil de l'aéronautique pour
pour continuer à envoyer des avions dans le ciel, d'accord, mais pour convertir l'usage de ces outils à d'autres finalités. Ça suppose que le temps de travail inclut ce temps de réflexion, le temps du démantèlement, pour reprendre les termes de cet ouvrage tout à fait intéressant d'Alexandre Monin, Diego Lanzivard et Emmanuel Bonnet, sur héritage et fermeture, une écologie du démantèlement. Et comment nous allons démanteler, ça suppose que ça rentre dans le temps de travail. La connaissance des conditions de production des intrants. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ignorance sur la façon dont les intrants que nous introduisons dans la production sont produits. Ça vient d'ailleurs, de même que comme consommateurs, nous ignorons totalement comment ce que nous consommons est produit. Tout ça est source de calamité aussi bien anthropologique qu'écologique. Dans le temps de travail, il va falloir inclure la formation nécessaire à la décision sur le recours ou non au partage international des travaux. Il va falloir introduire dans le temps de travail la connaissance et la formation concernant les pratiques de rentabilité dans une autre logique que le profit ou la puissance. Il va falloir inclure dans le temps de travail le travail de reproduction, y compris le fait que l'entreprise devienne un lieu de construction et non pas de captation des capacités des personnes. Il va falloir inclure dans le temps de travail l'adaptation à l'instabilité du vivant, le rapport sensible avec les vivants que nous avons perdus globalement. Demain, Aurélien Gabriel Cohen soutient une thèse absolument formidable, une thèse de géographie, La vie sans les vivants, point d'interrogation, où il dit ce que nous allons essayer de penser dans ces pages, ce sont les obstacles et les leviers à la généralisation de pratiques agricoles qui remettraient en leur cœur la relation à l'instabilité des vivants. Et pour que nous puissions assumer l'instabilité des vivants, il faut que nous ayons un salaire qui, lui, soit stable, parce qu'attribué à notre personne. Vous voyez, l'enjeu n'est pas de voir comment on va se partager moins de travail, pas du tout. Nous allons enrichir considérablement ce que nous appelons travail. Je serais un peu moins optimiste. Je suis désolé, mais je serais un peu moins optimiste. Quand on regarde ce que les machines ont fait du côté du travail, elles ont divisé par 2 le temps de travail entre 1900 et aujourd'hui. Donc les 35 heures, c'est les machines. Les retraites, c'est les machines. Il n'y avait pas de retraite avant les machines. Les études longues, c'est les machines. Il n'y avait pas d'études longues avant les machines. Il y avait que les rentiers qui faisaient des études longues, donc les aristos. Donc il faut bien, quand on regarde la réalité physique, c'est qu'avant les machines, les gens transpiraient beaucoup, que les 2/3 de la population étaient agriculteurs et que le soir, ils ne venaient pas dans ce genre de conférence. Donc je parle pour vous et pour moi en même temps. Ils étaient juste épuisés sur leur couche. Bon. Donc il faut bien voir que si on a le temps aujourd'hui de se poser des questions philosophiques, pardon d'être un peu provoque, on le doit notamment aux machines. Donc est-ce que dans un monde où il y aura de moins en moins de machines et de moins en moins d'énergie, on aura besoin de plus de travail? La réponse est oui, ça paraît absolument évident. Physiquement, j'entends. Je ne préempte pas le débat sur la répartition entre rente et salaire, communisme et capitalisme, etc. Juste physiquement, moins de machines et il y aura besoin de plus de travail. Et même malgré ce plus de travail, on ne compensera pas la baisse de production physique. Ça veut dire que le travail sera par ailleurs, en termes strictement physiques, payé moins. Il faut bien voir que tout bien qui existe aujourd'hui et qui existait il y a un siècle, une table, une chemise, une paire de lunettes, etc., vaut aujourd'hui 1 kilo de viande, vaut aujourd'hui de l'ordre de 50 fois moins cher que ce qu'il valait il y a un siècle et demi, en termes réels. C'est-à-dire le temps qu'il faut travailler pour se payer ce genre de choses, aujourd'hui, c'est 50 fois moins. Et ça, j'insiste, à nouveau, c'est l'avènement des machines qui a permis ça.
Donc, dans un monde dans lequel on va avoir des flux physiques en contraction, je pense que, évidemment, on va avoir besoin de plus de travail, on va avoir besoin de plus de travail manuel, on va avoir besoin de plus de travail pour organiser une forme de sobriété collective. On va avoir besoin de reconfigurer plein de choses. Alors, dans le plan de transformation de l'économie française qu'on a fait au Shift Project, on a essayé de faire de l'économie sans parler d'euros. Je sais que ça va peut-être faire dresser quelques cheveux sur la tête ici, mais c'est exactement ce qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire qu'on a essayé de regarder comment est-ce qu'il fallait réorganiser physiquement les activités pour que ce soit compatible avec une baisse de 5% par an des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire 5% par an de moins de pétrole, de gaz et de charbon, pour être très précis, et éventuellement de méthane et de protoxyde d'azote, ce qui concerne notamment l'agriculture. Et on a regardé ce que ça pouvait vouloir dire sur les mutations de l'emploi, sur une partie des emplois où on arrivait à dire quelque chose de pas trop idiot. Parce qu'il y a plein d'emplois qui vont devoir aussi changer dans ce monde-là. Par exemple, les enseignants, c'est évident qu'ils ne vont pas devoir enseigner la même chose dans ce monde-là que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. D'accord ? Si on a beaucoup moins de machines sur lesquelles coder, les enseignants qui apprennent à coder, ils sont un peu moins nécessaires. Si on a beaucoup moins de machines pour aller se déplacer à droite et à gauche, les enseignants qui apprennent soit à fabriquer les machines, soit à s'en servir, soit à proposer des services à la base de ces machines, ils seront moins nécessaires, etc., etc. Donc les enseignants, il y en a une partie qui vont devoir enseigner différemment, mais pour nous, on n'a pas rentré dans les calculs le fait que, les modifications internes au métier. D'accord ? On a dit, les enseignants, on n'est pas capable de dire s'il en faut plus ou moins. Donc, voilà. Par contre, il y a tout un tas de métiers qui sont associés aujourd'hui à des filières productives sur lesquelles, productives matériellement, j'entends, sur lesquelles on a été capable de faire des petits calculs d'ordre de grandeur, par exemple la filière automobile, par exemple la filière agricole, par exemple certaines filières industrielles, etc. Et le calcul auquel on est arrivé, c'est qu'il y a au moins un quart des métiers qui doivent disparaître ou se créer dans un monde qui se décarbone à la bonne vitesse. Sur 4 millions d'emplois qu'on a regardés, il y a 1 million d'emplois qui disparaissent et 1 million d'emplois qui sont créés, en gros, évidemment pas dans les mêmes secteurs. Alors ça veut dire qu'il y a à l'évidence des besoins de reconversion qui sont absolument majeurs. Et on a commencé à aller en discuter avec les grandes centrales syndicales françaises. Et la question, évidemment, c'est comment on fait, comment on organise ce genre de truc. Est-ce qu'on se contente d'attendre que les gens qui sont aujourd'hui dans les filières en sortent naturellement, partant à la retraite, et puis on embauche les gens ailleurs? Mais si on fait ça, ça veut dire que dans les filières dont on a de moins en moins besoin, on a des gens de plus en plus vieux globalement. Peut-être pas extrêmement, c'est peut-être pas le meilleur manière. Je sais pas. Il y a d'autres, il y a des compétences. Alors, juste avant, là, Bernard a parlé d'Airbus. Des gens qui fabriquent des avions dans un monde qui se décarbone. On a moins besoin d'avions, manifestement. Alors, on a à la fois besoin, dans un premier temps, d'avions qui consomment beaucoup moins pour conserver quelques avions, et dans un deuxième temps, besoin de moins d'avions. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui savent faire des avions? Voilà, une question. Est-ce qu'on leur fait faire des trains? Parce qu'il y a besoin d'assez de trains. Est-ce qu'on leur fait faire des calculs de structure pour faire autre chose? Je ne sais pas. Enfin, voilà. Donc, et alors ça, c'est, là aussi pour mettre les pieds dans le plat, malheureusement, ce n'est pas un grand problème théorique, ce genre de sujet, c'est 1000 milliards de problèmes pratiques. C'est-à-dire qu'on peut faire des grandes théories si on veut sur la reconversion professionnelle, juste ça n'a aucune portée pratique. Parce que la reconversion professionnelle de quelqu'un qui est spécialiste du flux d'écoulement d'air dans les turbines d'un moteur d'avion, ce n'est pas la reconversion professionnelle de quelqu'un qui a une exploitation intensive de maraîchage. Voilà, ce n'est pas du tout la même. Donc, c'est que des problèmes pratiques. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de vigilance et il n'y a pas assez de temps qui est investi dans la façon de gérer ces problèmes pratiques. Et ces problèmes pratiques, de mon point de vue, sont des problèmes essentiellement de filière. C'est-à-dire qu'il y a des... Voilà. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure par Bernard. C'est évident, mais ça, je pense que ça serait vrai aussi si les activités étaient détenues par par l'État. Hein. À partir du moment où vous avez des activités qui doivent se contracter, Charbonnage de France était détenu par l'État, je crois, c'est pas pour autant que les mineurs ont sauté de joie en l'air quand on leur a dit vous n'êtes plus nécessaire. Hein. Donc je ne pense pas que l'antagonisme entre capitalisme et détention par l'État règle les problèmes des gens dont l'emploi est moins nécessaire, voire plus nécessaire, dans un pays qui se décarbone. Voilà, je pense que c'est deux problèmes qu'il faut un peu séparer. Alors, Jean-Marc, la transition écologique pourra-t-elle se faire de façon démocratique? Et quelles seront les modalités de mise en œuvre et les besoins d'arbitrage?
Alors le mot démocratie, c'est la planche pourrie par excellence. Je ne connais pas de mot plus piégeux que le mot démocratie. Si je peux me permettre, maintenant que j'ai franchi le demi-siècle depuis un certain temps, la manière dont je traduis un débat pas démocratique, expression que j'ai entendue un certain nombre de fois, c'est un débat, quelles que soient les formes dans lesquelles il a été mené, qui aboutit à une conclusion qui n'est pas la mienne. En général, un débat pas démocratique, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, si j'essaye de faire de la philosophie à deux balles, ma définition de la démocratie, elle peut être soit très scolaire, c'est un système dans lequel les gens votent, voilà, un système démocratique. Mais à ce moment, la Russie est démocratique, les États-Unis, c'est démocratique. Alors, est-ce qu'on considère que les États-Unis, par exemple, c'est un pays dans lequel les courants d'opinion sont correctement représentés? Moi, je pense que non. C'est vraiment un pays dans lequel c'est le règne de l'argent roi. Hein, ça, pour le coup, je veux dire, les élections sont achetées par de l'argent, les campagnes coûtent une fortune. Une fois que les élus sont capturés par une partie de leurs électeurs fortunés, le système est indirect. Enfin bon, un milliard de travers dans ce pays. Et ça n'empêche absolument pas le pays, par ailleurs, d'être extrêmement violent et inégalitaire. Donc, la démocratie, on peut en avoir une vision un peu plus large, j'ai envie de dire. C'est un système dans lequel la consultation des gens qui vont être partie prenante derrière à l'action, elle est suffisamment importante pour qu'ensuite il n'y ait pas de frustration majeure et qu'on ait pu avancer en entendant toutes les personnes qui avaient voix au chapitre. Et alors, après, je vais vous donner un exemple. La Convention citoyenne pour le climat, pour moi, c'est un exercice de démocratie. Voilà, vous prenez des gens au sort, vous leur demandez un avis sur les choses qui seraient pertinentes. C'est un exercice de démocratie. Voilà. Donc, est-ce que la transition va se faire en étant démocratique? Alors moi, je ne suis pas un grand adepte du totalitarisme, donc j'espère bien que oui. Le risque, c'est que ça ne soit pas le cas. Et le risque, c'est que ça ne soit pas le cas avec deux écueils qu'il faut éviter. Le premier, c'est l'écueil de perdre trop de temps et qu'à ce moment, ce soit des chocs externes qui se chargent de réguler la situation, parce que quand une situation est hors d'équilibre, elle ne le reste pas indéfiniment. Hein. Or, actuellement, nous sommes hors d'équilibre, au sens physique du terme. Donc, de toute façon, la situation va se réguler. Et si on ne le fait pas de nous-mêmes, c'est des chocs externes qui vont s'en charger. Les chocs externes, c'est rarement des ferments de grande démocratie. L'histoire montre qu'en général, ou alors en tout cas, il y a un bain de sang avant, pas très pressé. Et il y a un deuxième écueil. L'écueil, c'est que, et ce que je vais vous dire n'est pas anticapitaliste par nature, mais c'est une perversion claire qu'on peut observer en ce moment. L'écueil, c'est que dans la crainte de voir un monde s'organiser avec moins, il y a une captation par ceux qui sont au pouvoir de la ressource résiduelle. Et ça, c'est une crainte réelle qu'il faut avoir et que moi, je peux observer dans l'exercice de mon métier, même si je suis dans une sale société capitaliste, je peux quand même observer ce genre de choses. Et je peux observer que c'est quelque chose sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Alors, je n'ai pas de martingale nécessairement contre ça aujourd'hui, hein, mais c'est clair qu'il faut être très vigilant là-dessus et qu'il y a un vrai risque que la transition se fasse de manière inégalitaire parce que ceux qui l'organisent, c'est ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont au pouvoir sont nécessairement proches de ceux qui ont des intérêts à défendre. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, et encore une fois, je suis tout à fait capitaliste dans mon exercice de mon métier aujourd'hui, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un gros warning sur ce danger-là, et qui, à mon avis, est aussi un danger très important. Donc, il y a un danger important si on transitionne, c'est celui-là, et il y a un danger important si on ne transitionne pas, qui est de se prendre tellement de coups dans la figure que la société dérivera de manière totalitaire. Je suis en total accord avec ce qui va d'être dit à propos de la nécessaire démocratie dans la bifurcation écologique. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir quels sont les moyens de conquérir des droits sur la définition de ce qui va être produit par les travailleurs eux-mêmes ou par les citoyens travailleurs. Parce que pour moi, c'est le cœur
d'une rupture écologique qui ne serait pas imposée par des chocs externes et qui donnerait des résultats absolument catastrophiques, c'est tout à fait sûr. Et il faut, pour nous, à Réseau Salariat, se saisir de tous les débats publics pour avancer dans le sens de propositions de droit, de définition du travail par les travailleurs eux-mêmes et par les citoyens, parce que, comme on le sait, ce n'est pas forcément les travailleurs de telle branche qui peuvent décider seulement du devenir de la branche. Ils peuvent être pris dans une espèce d'hubris et de confort technologique qui fait que il faut aussi que les citoyens et que les travailleurs en tant que citoyens délibèrent. Par exemple, qu'est-ce que nous proposons ? Nous proposons la retraite à 50 ans, comme façon de conquérir des droits. La retraite à 50 ans, la retraite, ce n'est pas du tout la fin du travail. La retraite, c'est le fait que la qualification qui était celle du poste devient celle de la personne, et que le salaire qui était jusqu'ici attribué au poste devient attribué à la personne. Alors, pas encore suffisamment, la continuation du salaire dans la pension n'est pas encore suffisante, mais c'est tout à fait significatif que ce droit ait été conquis, et c'est normal qu'il soit combattu avec la plus grande détermination par la classe dirigeante qui veut que la pension soit le différé de cotisation et non pas la poursuite d'un salaire. Eh bien, faisons la retraite à 50 ans. Pourquoi ? Parce que à 50 ans, c'est le moment où on devient senior. C'est le moment où on n'a plus droit à la formation professionnelle continue. C'est le moment où on est les premiers concernés par les licenciements. C'est le moment où, et si on est licencié à plus de 50 ans, retrouver un CDI respectant la convention collective, c'est quasiment impossible à temps plein. C'est le moment où on est invité à devenir auto-entrepreneur, parce que comme salarié, on coûte trop cher. C'est le moment où on se retrouve imposé dans des CDD ou du temps partiel. À 60 ans, à 60 ans, il n'y a plus que 52% des personnes qui sont dans l'emploi. Et les autres ne sont pas retraités. Il y a 7% de retraités seulement. Les autres sont vulnérables sur le marché du travail et exercent une pression à la baisse sur les droits de tous. Tout comme les jeunes ont été inventés. L'insertion des jeunes, c'est une pure invention depuis 1977, le plan jeune, qui permet à la classe dirigeante d'avoir une masse de manœuvre, les 18-35 ans, comme jeunes, on est jeunes très longtemps aujourd'hui, qui n'ont pas accès au salaire de la convention collective et qui sont vulnérables sur le marché du travail. Et donc, il faut bien sûr supprimer les jeunes. Supprimer les jeunes, c'est le salaire à 18 ans, bien sûr, c'est le salaire à 18 ans. Mais supprimer les seniors, mon père disait toujours dans vieux au moins il y a vie, tandis que dans senior il y a sénilité. Supprimer les seniors, ça suppose donc qu'à 50 ans, on devienne titulaire de son salaire, porté au salaire moyen. La CGT revendique qu'on double son salaire pendant la vie, pourquoi pas. Ça veut dire que salaire moyen à 50 ans, le salaire moyen c'est 2 500 € par mois, donc le salaire qui serait inférieur à 2 500 net est porté à 2 500 €. Ramené à 5 000 s'il est supérieur à 5 000 pour la raison que j'ai dite, ce qui fait une hiérarchie de 1 à 2 des salaires à partir de 50 ans, ça commence à devenir déjà plus raisonnable. Et ces retraités sont inlicenciables, un peu comme le sont les délégués syndicaux aujourd'hui, les représentants du personnel. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être chargés d'une responsabilité. Ils sont en pleine possession de leurs moyens professionnels, exaspérés de ne pas pouvoir les exercer correctement. Eh bien, ils vont être chargés de l'autogestion dans l'entreprise. Titulaires de leur salaire, inlicenciables, et chargés de s'opposer aux directions et aux actionnaires dans la conquête de la maîtrise du travail. Voilà un exemple de ce que peut être une proposition qui est une proposition de conquête de droits pour la maîtrise du travail par les travailleurs. Vous avez la proposition que vient de faire la CGT de radar, où il s'agit de
de faire à la fois une enquête et pas qu'une enquête, enfin une habituation de réflexion dans les entreprises sur les enjeux écologiques de ce qu'on fait, étudier la dissonance cognitive qu'il peut y avoir, pourquoi, comment, etc. Et conquérir du pouvoir dans le fait de faire valoir que telle ou telle production est totalement anti-écologique. Évidemment, Jean-Marc faisait allusion aux conventions citoyennes, c'est tout à fait clair. C'est en matière d'éducation, soutenir les méthodes qui sont des méthodes de formation à l'autonomie, de formation à la codécision. Je pense par exemple au lycée autogéré. L'éducation nationale accepte 4 lycées autogérés, c'est-à-dire sans direction, dans lesquels les usagers et les enseignants et le personnel administratif co-dirigent le lycée. Et le lycée autogéré de Paris est menacé de disparition. Pourquoi ? Parce que nous sommes là au cœur, encore une fois, de la construction d'une souveraineté, de l'apprentissage, dès l'enfance, dès la jeunesse, d'une responsabilité sur la production et d'une souveraineté sur le travail. Bien. Bernard, toujours à toi. La transition écologique permettra-t-elle de maintenir un État-providence assurant le financement des retraites, de l'assurance maladie ou de la gestion du 4e âge ? Là, on est vraiment dans un pont aux ânes dont il faut que nous sortions. La question, c'est comment on finance toujours. C'est-à-dire que cette question, elle suppose qu'il faut qu'il y ait une production préalable pour que l'on puisse distribuer des ressources. D'abord produire, ensuite distribuer. Et donc, lorsque l'on fait des propositions, je ne sais pas quoi, de hausse des salaires ou de hausse des pensions ou de dépenses de production de soins, on va dire sur quelle production, sur quelle valeur déjà produite allons-nous les financer ? Ça, c'est l'aliénation complète à la religion capitaliste. Encore une fois, le pouvoir d'une classe, c'est son pouvoir sur le travail. Parce que le travail produit la valeur et donc l'argent. Une classe dirigeante n'a de pouvoir sur l'argent que parce qu'elle a le pouvoir sur le travail. Penser que le capital fait des petits dans la sphère financière en se passant du travail, c'est une illusion, c'est du capital fictif. Et lorsque la bulle éclate, aussitôt les banques mondiales, on l'a bien vu en 2008, créent de la monnaie à tout berzingue et de façon absurde pour sortir de son caractère fictif la monnaie de la sphère financière. Donc le pouvoir sur le travail, c'est dès lors que nous ne décidons pas vraiment du travail, c'est le fait que nous ne soyons payés qu'après la production. Et nous sommes catéchisés dès l'ensemble. Moi, comme prof d'économie à l'université pendant 30 ans, après je suis passé à la sociologie, j'en avais un peu ras-le-bol quand même, je connais le catéchisme par cœur. On ne peut distribuer que ce qui a déjà été produit. Et il faut une avance en capital sous la forme d'un prêt, soit d'un prêt par création monétaire, soit d'un prêt par les propriétaires de titres sur les marchés financiers, pour qu'il y ait investissement, production et finalement distribution de salaires. Là, nous sommes dans l'inversion capitaliste de la production, celle qui nous fait croire qu'un acteur totalement inutile et totalement parasitaire, le prêteur, est nécessaire pour produire. Nous avons fait la démonstration, et là encore je veux insister sur le fait que nous ne partons pas de rien, que la classe fondamentale qu'est la classe des travailleurs a conquis déjà là communistes, si par communisme on entend
la souveraineté sur le travail, le fait d'en finir avec la fuite en avant dans la marchandise capitaliste ou dans les grands projets absurdes, nous avons conquis une production de soins dans les années 60 sans aucune avance en capital. Dans les années 50, la production de soins, c'est quasiment rien. Les hôpitaux étaient réservés aux insolvables jusqu'en 1941, autant dire que ce n'étaient pas des lieux de haute technicité, et il n'y avait pas de conventionnement avec les soignants libéraux, donc il n'y avait pas de soins de ville, sauf pour les plus riches. On part de zéro à la fin des années 50, et au début des années 80, nous serons le premier pays au monde pendant plusieurs décennies dans les classements internationaux de production du soin. Comment s'est fait ce miracle? Par une avance en salaire. Le taux de cotisation de sécurité sociale, qui additionne la cotisation salariée et la cotisation employeur, était de 33% du brut dans les années 50. Et il stagne à 33% du brut. Du brut, c'est-à-dire du salaire direct plus les cotisations salariées. Au début des années 80, il est de 55% du brut. D'ailleurs, il est toujours de 55% du brut, en incluant une anti-cotisation qui est la CSG dans le compte. C'est-à-dire que le taux de cotisation a tellement augmenté, moyennant des bagarres permanentes sur la hausse du taux de cotisation, entre la fin des années 50 et le début des années 80, que la caisse d'assurance maladie était dotée très richement d'un salaire socialisé. C'est une avance en salaire. Et ce salaire socialisé a servi à subventionner l'investissement hospitalier. La création des CHU, la transformation des hospices en hôpitaux avec des lits actifs, la création des maternités, la transformation des hôpitaux psychiatriques, de l'aide sociale, leur passage de l'aide sociale à l'assurance maladie, tout ça a supposé un investissement absolument considérable, aucun appel au marché des capitaux, aucun partenariat public-privé, un appel, mais pas si décisif que ça, au crédit public de la Caisse des dépôts et consignations, et d'abord une subvention de l'assurance maladie. Les hôpitaux n'avaient pas à rembourser. Et les soignants ne soignaient pas pour rembourser la dette de l'hôpital. Les soignants travaillaient pour soigner, ce qui est tout à fait différent. Aujourd'hui, où ils travaillent pour rembourser la dette de l'hôpital, ils ont perdu leur pouvoir sur leur travail. C'est les gestionnaires qui décident des protocoles à la place de la clinique, etc., etc. Il y a donc un lien très important entre la maîtrise du travail et le fait de ne pas être endetté avant même de commencer à travailler, ce qui est le cas du capitalisme, où on est endetté avant même de commencer à travailler. Nous avons fait la démonstration pour 10% du PIB, parce que la santé, c'est 250 milliards, que nous pouvons produire sans appel au marché des capitaux, en remplaçant, fût-il public, en remplaçant le crédit qu'il faut ensuite rembourser, et qui fait que chaque fois que nous remboursons un crédit d'investissement, nous nous aliénons davantage, nous enrichissons nos maîtres. Nous avons dépassé le fatum du fait d'être endetté avant même de commencer à travailler. Nous avons remplacé l'avance en capital par l'avance en salaire. Eh bien, continuons. Créons de la monnaie sans remboursement, une monnaie sans crédit. Je vous renvoie à toute la réflexion que nous menons à Réseau Salariat sur le site, réseausalaria.info. Vous avez aussi le stand de Réseau Salariat à la sortie. Venez nous rencontrer. Nous réfléchissons donc aux conditions d'une création monétaire sur laquelle nous serions souverains. Je suppose que nous retrouvions évidemment une capacité de création monétaire, mais ça c'est parfaitement possible, soit parce qu'on quitte la zone euro, pas l'Union européenne, mais la zone euro, je ne sais pas ce que font les Suédois par exemple, soit parce que dans la zone euro même, et sans la quitter, nous inventons, c'est tout à fait possible, et c'était de rendre possible, Bruno Terret, toute une série d'économistes de la monnaie le rappellent, nous inventons un moyen de paiement non convertible en euros, mais qui nous permet de retrouver une souveraineté monétaire absolument nécessaire pour pouvoir créer la monnaie correspondant à l'avance en salaire, pour avancer les salaires des 50 millions de plus de 18 ans. D'accord ? Nous sommes 50 millions. Avec un salaire moyen, le salaire moyen actuel de 2 500 € net. Ça fait 30 000 € par an. Dans une fourchette allant de 1 800 € à 5 000 €. Il faut 1 500 milliards. Notre PIB est de 2 400 milliards. Il faut, qui est le revenu disponible actuel d'ailleurs, 1 500 milliards. Nous allons créer ces 1 500 milliards comme avance en salaire. Et
avec ce salaire, nous allons produire les biens d'investissement. Pour produire les biens d'investissement, il ne faut que du travail. Il ne faut que du travail et de la nature, bien sûr. Ça, c'est pour produire de la richesse. Mais pour produire de la valeur économique, il ne faut que du travail. Pour investir, ça n'est que du travail. Inventer des outils, les créer, extraire des matières premières, créer de l'énergie, ça n'est que du travail. Pour qu'il n'y ait que, pour faire le travail, il ne faut que des travailleurs. Et pour qu'il y ait des travailleurs, il ne faut que du salaire. La seule avance monétaire nécessaire, c'est le salaire. Nous l'avons prouvé, nous avons su le faire, nous saurons le faire. Nous allons abandonner la question comment on finance sur une production déjà faite. Nous allons anticiper la production de valeur par l'attribution d'un salaire à tous. Dans la responsabilité de produire la valeur, ça suppose une école, évidemment, qui éduque à la responsabilité. Ça suppose des entreprises. Nous sommes en permanence. Nous nous éduquons mutuellement en permanence à la responsabilité économique. Merci. On va enfin pas être d'accord. Si on se... J'espère qu'on ne va pas se taper dessus. Si on regarde d'un point de vue physique, en fait, pour produire, il faut essentiellement des matières premières et une capacité à les transformer. Ça, c'est du pétrole transformé, par exemple. S'il n'y avait pas de pétrole, on ne pourrait pas faire ces lunettes, quelle que soit la quantité de travail disponible. Ça, c'est aussi du pétrole transformé, accessoirement. Et je ne vais pas renverser ce verre, sinon je vais m'en mettre partout. Mais ce verre en plastique est aussi du pétrole transformé. Donc, en fait, pour produire, il faut des ressources naturelles. Et la capacité de transformation de ces ressources, aujourd'hui, elle est essentiellement faite par des machines. Donc, pour avoir des investissements, il faut des ressources et des machines avant d'avoir du travail, aujourd'hui. C'est surtout ça qu'il faut. Le travail est devenu un déterminant secondaire dans la production mondiale des hommes, enfin, de l'espèce humaine. C'est essentiellement ça a été fait par une machine. Hein. Ça aussi. Enfin, tout ça, ça a été fait par des machines. Et donc, dans l'équation, il ne faut surtout pas oublier les machines, parce qu'encore une fois, c'est elles qui bossent, pour l'essentiel. Et du reste, c'est elles qui ont fait l'État-providence. L'État-providence, il est né dans ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, mais les 30 Glorieuses, c'est l'approvisionnement énergétique par Français qui augmente de 5% par an. C'est ça, les 30 Glorieuses. C'est le pétrole qui a fait le XXe siècle. C'est ça, les 30 Glorieuses. Sans le pétrole, il n'y aurait pas eu le XXe siècle, il n'y aurait pas eu les 30 Glorieuses et il n'y aurait pas eu l'État-providence. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète. Avant l'ère de l'énergie abondante, il n'y avait pas d'État-providence. Ça n'existait pas. L'État-providence, physiquement, c'est quoi ? C'est la capacité des gens qui sont dits au travail. Alors là, par contre, je suis d'accord avec mon voisin de gauche. Ce qui distingue aujourd'hui physiquement une personne au travail d'une personne pas au travail, c'est parfois assez subtil. Vous voyez, il y a des tas de gens, ils sont au travail assis sur une chaise derrière un ordinateur, et puis ils ne sont pas au travail assis sur une chaise derrière un ordinateur. Physiquement, vous faites comment la différence entre un ingénieur qui est en train de travailler sur Katia et un ado qui joue sur Xbox ? Ils sont en train de faire exactement la même chose physiquement. Hein. Ils sont le cul sur une chaise, en train de manipuler un clavier d'ordinateur. Donc, le geste physique associé au travail, là je suis tout à fait d'accord, il est devenu dans un certain nombre de cas totalement indissociable des gestes physiques ou totalement identiques à des gestes physiques qui sont faits pas au travail. Mais pour en revenir à l'État-providence, l'État-providence physiquement c'est quoi ? C'est la capacité d'un système productif global. Parce qu'avant de distribuer cette lunette, qu'on la donne, qu'on la vende pour un prix symbolique, peu importe, il faut avoir sorti le pétrole et il faut une raffinerie et il faut un vapocraqueur et il faut des usines chimiques. Hein, sinon, on ne fait pas les lunettes là. Donc il faut bien avoir produit pour que je puisse avoir les lunettes. Ça, c'est physiquement. Je ne parle pas d'économiquement. Physiquement, c'est absolument évident. Donc l'État-providence, c'est un système dans lequel les gens qui sont dits au travail, ils gèrent un tel parc de machines que ce parc de machines produit pour les propres besoins des gens qui sont dits au travail et pour les besoins des autres. Donc avant l'énergie abondante et les machines abondantes, les gens qui faisaient pousser des légumes, les gens qui faisaient pousser des patates, les gens qui faisaient pousser du blé et les gens qui filaient la laine, ils n'étaient pas suffisamment productifs pour produire pour eux-mêmes plus une autre personne qui n'aurait rien fait.
qui n'auraient pas participé aux tâches productives. Donc il y avait quelques parasites, les aristos, qui ne participaient pas aux tâches, voilà, ils ripaillaient et y allaient à la chasse, mais ils n'étaient pas très nombreux physiquement. Et ils n'auraient pas pu être considérablement plus nombreux parce que la production de base, elle n'était pas très efficace. Bon. Arrivent les machines, et à ce moment, dans l'ère des machines, les gens qui sont dits au travail peuvent produire pour eux-mêmes, plus tous les gens qui sont en train de faire des études, plus tous les gens qui sont retraités, plus tous les gens qui sont sans emploi, plus tous les gens qui sont à l'hôpital, plus la construction de l'hôpital lui-même, etc. C'est suffisant, les gens qui sont au travail, pour produire tous les autres. Donc, est-ce que dans la transition écologique, on va garder ça ? En fait, pour le coup, c'est une question de répartition. Alors, dans un premier temps, la réponse peut être oui. Il faut juste que les gens qui sont dits actifs acceptent que dans une contraction physique de la production, eux-mêmes voient leur capacité, leur pouvoir d'achat physique se contracter. Parce que s'ils ne l'acceptent pas, ça se fait nécessairement au détriment des gens qui ne sont pas au travail. Physique, là, je parle de physique, je ne suis pas en train de parler d'argent, je suis en train de parler de physique. S'ils l'acceptent, voilà, donc s'ils acceptent d'avoir moins la capacité de s'acheter des pots de Nutella et des Kinder Bueno, ce sur quoi on devrait se mettre d'accord, ce n'est pas du tout ce que les gens font en ce moment. Je vous signale qu'en ce moment, l'inflation alimentaire touche la baisse des aliments sains, mais les achats de Coca-Cola et de Nutella, ils sont au même volume qu'avant. Donc ce n'est pas ce que les gens font. Après, il faudrait leur demander pourquoi. Quand les gens font quelque chose qui, à vous, vous paraît étonnant, la première chose à faire, c'est d'aller leur demander pourquoi, parce qu'ils ont sûrement de très bonnes raisons de le faire. Donc il faut le savoir. Et, et si on n'accepte pas ça, c'est-à-dire que si on a des gens qui se disent « nous qui sommes au travail, on se concentre sur nos avantages acquis, et donc on ne veut pas du tout être ceux qui auront moins physiquement, donc baisser notre pouvoir d'achat, en clair, dans un monde qui a globalement moins », à ce moment, c'est évident que les gens qui sont dits inactifs, ils auront moins beaucoup plus vite. C'est absolument évident. Donc la question de la solidarité, la question de la répartition dans un monde qui va avoir physiquement moins, parce que j'insiste, la transition écologique, qu'on la veuille ou qu'on ne la veuille pas, de toute façon, d'une certaine manière, on va la voir, c'est-à-dire que la baisse des ressources, on va la voir. Et la question dans cette affaire-là de la répartition, de l'équité, de la solidarité sont des questions qui sont des questions difficiles. Et là où on devrait se retrouver avec mon voisin de gauche, c'est qu'aujourd'hui, c'est des questions qui sont totalement sous-explorées par le monde académique et par les gens qui réfléchissent. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question de savoir comment est-ce qu'on garde des systèmes solidaires d'une certaine manière, c'est-à-dire où les gens s'entraident, chacun ne tire pas dans son coin et où on accepte de partager, non pas dans un monde qui a plus, parce que distribuer du rap de sucette, n'importe qui peut faire ça, même moi j'y arriverai, mais dans un monde dans lequel il y a moins. Et ça, c'est un cahier des charges qui est moins physiquement, j'insiste. Et ça, c'est un cahier des charges qui est, à mon avis, plus difficile. Voilà. Alors Jean-Marc, les sécurités sociales sectorielles, c'est-à-dire alimentation, culture, redirection écologique, défendues par Réseau Salariat, peuvent-elles participer à la mise en œuvre du plan de transformation de l'économie française ? Alors je vais avoir besoin d'une toute petite explication de texte. Qu'est-ce qu'on appelle les sécurités sociales sectorielles ? C'est le fait... C'est une question candide. Oui, bien sûr, oui. C'est le fait de transposer dans d'autres productions que le soin ce qui a été mis en place dans les années 60 en matière de production du soin. C'est-à-dire partir d'une avance en salaire, utiliser l'outil du conventionnement, solvabiliser. La carte vitale, c'est de la monnaie, mais qui est une monnaie marquée, comme on dit en économie, qu'on ne peut utiliser qu'au faisait le conventionné. C'est donc un outil de politique publique considérable parce que, évidemment, on ne va pas conventionner n'importe qui. Par exemple, en matière de lutte contre la folie écologique dans laquelle nous sommes embarqués, on ne conventionnera pas la grande distribution. Par exemple, une sécurité sociale de l'alimentation ne conventionnera pas la grande distribution. On ne conventionnera pas Massey Ferguson, on ne conventionnera pas Bayer, etc., bien sûr. Donc, si je traduis pour des mots que j'arrive à comprendre, ça veut dire qu'on j'aurai 4 cartes vitales dans mon porte-cartes
Oui, une carte Une si vitale. je suis malade. Une carte vitale qui te permettra. Une si j'ai pas assez à manger. C'est Non, ça, tu pourras arbitrer, comme tu l'entends, dans une carte vitale qui va être augmentée. D'accord, mais et qui permet d'accéder dans à sa plusieurs dotation, types de services. qui te permet d'accéder à des services D'accord. pour sortir aussi toutes les alternatives de la marge. D'accord, Parce donc que c'est- tu as donc plein c'est la- d'alternatives aujourd'hui en matière d'alimentation, de transport, d'habitat, mais qui sont dans la marge. Pour les sortir, il faut évidemment susciter un marché, une solvabilisation. Et tout l'enjeu, c'est évidemment les critères de conventionnement. D'accord, mais en termes pratiques, ça veut dire que ma carte vitale me permet aussi, c'est aussi une carte Navigo et c'est aussi une carte de distribution au Resto du Cœur. En gros. Alors, pas Resto du Cœur, parce que justement pour éliminer l'aide alimentaire et la remplacer par un droit à l'alimentation pour tous, Ok. mais effectivement, auprès de producteurs et de distributeurs et de restaurateurs en Je matière comprends. d'alimentation conventionnés, parce qu'ils ne font pas appel au marché des capitaux, ils sont la propriété de leurs salariés, ils produisent des biens respectueux de notre survie Ok. sur la terre, etc. Voilà. Ok, je comprends l'idée. Alors, pardon, donc la question c'était. Les sécurités sociales sectorielles défendues par Réseau Salariat peuvent-elles participer à la mise en œuvre du plan de transformation de l'économie française? D'accord. Alors, je vais commencer par faire un petit disclaimer. Dans le plan de transformation de l'économie française, on a été un peu lâche. Enfin non, on a été prudent, on va dire, dans une V1. On ne s'est pas attaqué frontalement à la question des inégalités. C'est-à-dire qu'on n'a pas regardé en quoi est-ce que la réorientation sectorielle qu'on proposait était potentiellement ou pas génératrice au sein même des secteurs économiques concernés d'inégalités, ou comment est-ce qu'on traitait au sein de la population le fait qu'il y avait un certain nombre d'offres qui se contractaient. Alors, quand je dis qu'on ne l'a pas traité frontalement, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on l'a quand même traité un peu. Par exemple, la réduction de l'offre de transport, on considère que ça concerne prioritairement les urbains plus que les ruraux, parce que c'est plus facile pour les urbains, d'offre de transport personnel, individuel, c'est plus facile pour les urbains de basculer sur soit des transports individuels sobres, le vélo, soit sur des transports collectifs. Donc en fait, on l'a quand même un peu abordé, cette histoire-là. Alors moi, j'ai l'impression que la question, elle renvoie à ce que Kate Raworth appelle la théorie du donut, c'est-à-dire qu'il faut que la transition se fasse avec des planchers sociaux et avec le fait qu'il y a un certain nombre de besoins sur lesquels la transition elle-même ne conduise pas à acculer les gens dans des impasses. Moi, je considère que c'est ça l'esprit général de la proposition. J'y souscris tout à fait. Alors après, est-ce que dans la mécanique proposée, je ne connais pas suffisamment dans le détail les travaux de Réseau Salariat pour avoir un avis sur la question. Est-ce que dans la mécanique proposée, je serais d'accord avec chaque virgule? Probablement pas. Est-ce que je serais d'accord avec un certain nombre de propositions? Probablement. Mais l'idée qu'on est particulièrement vigilant, je l'ai déjà dit tout à l'heure sous une autre forme, l'idée que dans cette affaire de transition, qui est quand même un grand chambardement, on soit particulièrement vigilant sur le fait que ça ne soit pas une machine à créer trop vite des laissés pour compte, parce que de toute façon, ça se retourne contre la société elle-même si on fait ça. C'est le populisme qui monte, et puis un jour ou l'autre, on se prend le truc dans la figure. Donc le fait qu'on soit particulièrement attentif à ça, c'est évident que ça doit être un souci premier. C'est absolument évident. Du reste, on constate qu'aujourd'hui, c'est pas anodin, que j'ai parlé tout à l'heure des Restos du Cœur, là où l'État est défaillant, souvent c'est le monde associatif qui prend le relais et qui a bien raison de le faire. Donc d'organiser d'une certaine manière des offres de telle sorte que globalement les gens ne tombent pas en dessous d'un certain niveau où est toujours accès à un certain nombre de choses essentielles, oui, ça me paraît tout à fait, je sais pas, je dois dire évident. Enfin bon, voilà. Après, encore une fois, est-ce que dans le détail, les propositions, là, je dois confesser une ignorance telle que je suis pas capable de les discuter. Je suis pas capable de les discuter précisément. Mais je peux présenter un projet porté par un groupe de travail de Réseau Salariat pour une sécurité sociale de la redirection écologique. Et plus exactement, des travaux préparatoires. Parce qu'on peut évidemment penser que pour que des travailleurs vivent positivement un tout nouveau rapport à l'emploi, une autre activité, un changement
de leur activité, une disparition éventuelle de celle qu'ils avaient pour passer à une autre, dans toutes les difficultés de formation et tout ça que Jean-Marc a très justement souligné. L'idée qu'ils soient titulaires de leur salaire, que leur salaire ne dépende pas de leur contrat de travail, qu'ils soient titulaires, paraît une idée favorable. Ça lève la crainte de perte de droits parce que l'emploi va bouger. Tout ce qui permet de dissocier les droits économiques de l'emploi pour les associer à la personne, ça aide évidemment à la labilité des parcours. Sauf qu'il faut vérifier que ce soit une proposition suffisante. Et ce projet de travail préparatoire à la mise en place d'une sécurité sociale de la redirection écologique est porté par un collectif qui réunit alors Réseau Salariat, mais aussi Pour un réveil écologique, Réseau Action Climat, l'Institut Rousseau, évidemment les shifters du groupe d'Aix-Marseille, co-organisateur de cette soirée, la Fédération de syndicats sectoriels Printemps écologique, l'Université Paul Valéry de Montpellier, l'École supérieure de commerce de Clermont, l'ANACT et la CGT devraient bientôt officiellement figurer dans le tour de table des partenaires. Ce projet, c'est une recherche participative qui sera conduite en 2024 auprès de salariés évoluant dans des secteurs identifiés comme devant décroître par le PTEF, donc par les shifters. Secteur du raffinage du pétrole, de la pétrochimie, de l'aéronautique ou encore de la construction neuve, pour prendre des entreprises de la région marseillaise, puisque c'est dans la région de Marseille que cette recherche prospective va être menée. Elle va permettre de comprendre finement pourquoi des individus poursuivent des activités dont on sait qu'elles hypothèquent les chances de maintenir le vivant sur Terre. Comment ils assument cette dissonance cognitive? Pourquoi est-ce qu'ils l'assument? Et par le biais de questionnaires et d'entretiens semi-directifs, nous allons vérifier l'hypothèse suivante. Le salaire attaché à un contrat de travail et impliquant un lien de subordination à l'employeur est ce qui maintient artificiellement en vie des filières de production reconnues comme étant particulièrement nocives. Alors ça fait écho à d'autres travaux universitaires, ceux de Daniel Priolo, qui est professeur en psychologie du travail à l'université Paul Valéry de Montpellier, qui a déjà démontré que le consentement à l'exploitation, au lien de subordination, prend la forme de contrat de travail. Le salaire est un moyen de rationaliser une dissonance cognitive dans sa logique capitaliste, sauf s'il devient un salaire communiste, c'est-à-dire un salaire attaché à la personne. Nous travaillerons cela avec des étudiants inscrits en master de psychologie sociale du travail des organisations de cette université. Et puis nous rechercherons aussi les autres déterminants des freins à la redirection écologique, à savoir l'attachement au métier, à l'expérience, à des activités où sont développés des savoir-faire, des habiletés, des identités, qui font que même quand ce métier a des effets écologiques désastreux, on y est attaché pour de bonnes raisons. Et ça, c'est en écho aux travaux de Thomas Coutreau et de Coralie Pérez, qui viennent de sortir « Redonner du sens au travail, une inspiration révolutionnaire au seuil », et qui font partie de l'équipe qui résonne autour de cette enquête. Une autre phase du projet consistera à des entretiens collectifs de salariés sur les dispositifs de reconversion existants et puis de comparaison des différentes propositions de salaire à la qualification personnelle, celle dont est porteur Réseau Salariat, mais aussi la proposition de la CGT, par exemple, de nouveaux statuts de travail salarié et de sécurité sociale professionnelle. Et au terme des débats, ils proposeront ce que serait leur sécurité sociale de la redirection écologique idéale, toujours dans le même souci qu'exprimait Jean-Marc, de la nécessité de partir des positions, des propositions, des aspirations des intéressés eux-mêmes. Cette phase du projet sera réalisée par des étudiants inscrits dans le master stratégie et design de l'Anthropocène, sous la direction d'Alexandre Monin, qui est professeur en redirection écologique et design au sein de
L'École supérieure de commerce de Clermont, qui est à la fois le co-auteur donc de Héritage et fermeture, dont j'ai parlé, puis l'auteur d'un ouvrage tout à fait intéressant qui s'appelle Politiser le renoncement, parce qu'il n'y a pas que l'énergie qui va nécessiter des renoncements. Il y a l'eau, il y a le foncier, il y a bien des lots où il faut politiser cette entreprise si nous voulons éviter soit des chocs externes, soit des entreprises, des États autoritaires et la perte des libertés publiques. Bien. Ben, on arrive à la dernière question, et là tu vas m'en vouloir parce que je vais réutiliser le terme transition. Tu ne vas pas me tuer quand même. Derrière le terme de transition, n'y a-t-il pas un retour déguisé vers un système économique datant des années 50, moins de technologie, plus de ruralité, moins de transport? Merci, cher Dany, de te faire l'avocat du diable d'une proposition dont j'espère que tu ne la partages pas. Tu aurais d'ailleurs pu la formuler de façon encore plus stupide, en le faisant comme Macron l'a fait, retour au modèle Amish si on ne fait pas la 5G. Je boucle ce propos introductif comme je l'ai commencé. Nous sommes embarqués sans que nous l'ayons décidé, dans la double impasse de l'accumulation de marchandises capitalistes sans réelle valeur d'usage, du type 5G précisément, au service du profit, et de l'imposition technocratique de grands projets absurdes du type Jeux olympiques d'hiver dans le désert, au service de la puissance. La puissance et le profit, ces deux ingrédients de la dynamique de nos sociétés, font de cette dynamique une fuite en avant mortifère et, comme nous le constatons aujourd'hui avec rage et infinie tristesse, sans cesse meurtrière. La classe dirigeante nous prépare à des gouvernements autoritaires avec participation de l'extrême droite. Quand on fait le bilan des votes au Parlement pendant l'actuelle législature, la majorité des textes ont été votés par le trio Renaissance, Républicain, Rassemblement national, lequel votant ou s'abstenant pour que la loi passe. Cette dérive économique et politique funeste peut être contrecarrée par une mobilisation pour la conquête de la décision citoyenne sur la production, rendue possible, et je résume ce que j'ai mis en avant dans mon propos, par l'actualisation et la généralisation de deux conquis qui ont commencé à nous libérer du double fatum, celui d'être endetté avant même de commencer à travailler, alors que c'est nous qui produisons la valeur, et de nous soumettre au choix de prêteurs, de perdre, d'aliéner notre liberté au travail, et celui d'être soumis au chantage à l'emploi, qui, là encore, nous fait faire des travaux avec lesquels nous sommes en désaccord. Nous avons commencé à sortir de ce fatum, avec l'avance en argent, en salaire à la place de l'avance en capital dans la sécurité sociale du soin, étendons cela à toutes les productions, avec le salaire lié à la personne et non pas au contrat de travail, qui concerne déjà le tiers des plus de 18 ans, eh bien, généralisons-le à 100%. À cela, à l'occasion de tous les débats et conflits, il s'agit de retrouver l'offensive, de sortir d'être en permanence sur la défensive, finalement à la merci de l'agenda de la classe dirigeante. Il s'agit de construire aussi patiemment, et l'exemple du projet d'enquête sur la sécurité sociale de la redirection écologique en est un, la
construction donc de l'apprentissage de la codécision au travail dans les entreprises et dans les services publics. Donc la question, si ma mémoire est bonne, c'est est-ce que la transition, ça ne va pas nous amener moins de technologie, plus de ruralité et moins de transport? Ouf. Pour le moment, je n'ai pas encore eu le temps de répondre. Alors, sur le troisième point, moins de transport, la réponse est oui. Parce que le transport, c'est de l'énergie. Alors, je suis désolé de vous faire un peu mal au crâne, mais E égale 1,5 de MV2. Donc, avec moins d'énergie, on transportera moins de masse. Voilà, c'est absolument évident. Alors, il y a des moins de transports qui vont faire un peu mal et des moins de transports qui feront beaucoup moins mal. Aujourd'hui, le moins de transport qui fait pas très mal, enfin, il fait mal à nos problèmes de statut, il fait mal aux problèmes de confort, mais au fond, il fait pas très mal parce que l'essentiel des gens ont des jambes. C'est de passer d'engins de transport individuels qui font 1,5 tonnes à des engins de transport individuels qui font quelques dizaines de kilos. Ça, c'est pas quelque chose. J'ai envie de dire, c'est un problème culturel avant d'être un problème physique. Bon, il y a un certain nombre de gens qui font 50 bornes par jour pour aller bosser, mais peut-être que ces gens-là, la société peut s'occuper de faire en sorte qu'ils aient un emploi qui leur plaise un peu moins loin que 50 bornes. Voilà. Donc on a un sujet sur le transport. Là où ça va être beaucoup plus dur dans le transport, c'est dans le transport de marchandises, parce que les marchandises n'ont pas de jambes, et le transport de marchandises, quand vous regardez les moyens qui sont employés, il est déjà beaucoup plus optimisé énergétiquement que dans un camion. Le poids qui transporte plein de marchandises, ce qui domine, c'est pas le poids du camion, c'est le poids des marchandises. Dans un bateau, ce qui domine dans un porte-conteneur, c'est pas le. Alors, si le poids du bateau est important, mais c'est. Alors que dans une voiture dans laquelle il y a une personne, ce qui domine, c'est le poids de la voiture. Donc, c'est beaucoup plus facile de gagner sur les transports de personnes. Sur le transport de marchandises, ça va être compliqué. Et donc, un monde sobre en énergie est un monde qui va se démondialiser. C'est absolument évident. Et la démondialisation, je peux vous dire, ça va pas du tout être bon pour votre pouvoir d'achat, mais alors pas du tout. Ni pour le mien, du reste. Ça va pas du tout être bon parce qu'aujourd'hui, vous n'avez physiquement pas un seul produit qui échappe à la mondialisation dans son processus de fabrication. Déjà, on n'a pas une mine en France, pas une mine active. Hein. On pourrait en ouvrir quelques-unes. Une mine de lithium ici, il reste quelques mines de fer ici. On n'a pas de mine de cuivre. On avait un peu de bauxite, pas loin d'ici, du reste, la bauxite. Il doit en rester un peu, enfin pas des gros paquets, etc. Or aujourd'hui, l'économie physiquement utilise les 92 éléments du tableau de Mendeleïev, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément du tableau de Mendeleïev qui n'est pas une application industrielle aujourd'hui. Donc c'est un monde, c'est clair que la transition au sens sobriété énergétique, c'est un monde avec moins de transport, et un monde avec moins de transport est un monde surtout sur les marchandises, qui va être un monde dans lequel la production physique elle va décélérer et donc elle va se renchérir en termes d'heures de temps de travail pour acheter quelque chose. Je ne parle pas d'argent. Est-ce que c'est un monde avec moins de technologie? La réponse est aussi oui. Alors est-ce que c'est un drame? Non. Moi je suis tout à fait d'accord. La 5G, on aurait très bien pu s'en passer. Du reste, comme la 6, comme la 7 et comme la Pigé et comme la 8,5. Quand on voit à quoi ça sert, avant d'avoir la 5G, les gens jouaient à Candy Crush au lieu de regarder Instagram. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient fondamentalement, enfin, de scroller sur des vidéos. Pas sûr qu'ils étaient fondamentalement plus malheureux. Encore avant, les gens faisaient une chose totalement folle. Ils lisaient dans les transports en commun. Je me demande vraiment ce qui leur passait par la tête. Où ils faisaient des sudoku. Ouais. Je pense que la baisse du niveau en maths dans ce pays est due à la 5G. Donc, je suis sûr qu'il y a un rapport. Alors non, en fait, ce que je vous dis, c'est pas une blague. Si vous avez lu cet excellent bouquin qui s'appelle La fabrique du crétin digital de Michel Desmurger, si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille sa lecture. Vous en tirez qu'une seule conclusion, c'est attendez le plus tard possible si vous avez des enfants pour que votre enfant soit confronté à un écran. Vraiment, chaque année de gagner c'est bon à prendre. Donc et puis il y a un autre bouquin que j'ai préfacé qui s'appelle Algocratie. Qui est un bouquin qui porte sur les algorithmes des réseaux sociaux, qui explique qu'en fait, ces algorithmes sont faits pour garder les gens dans leur zone de confort et créer du communautarisme, c'est-à-dire diminuer l'ouverture au monde et diminuer la hauteur de vue des individus.
C'est à ça que ça sert, les algorithmes des réseaux sociaux. Donc voilà, donc et moins de technologie. Moins de technologie, je pense qu'il y a des domaines dans lesquels ça ne nous fera pas de mal. Maintenant, globalement, c'est clair que la sobriété énergétique va être moins de technologie. Pourquoi ? Parce que la technologie, c'est quoi ? C'est de la complexification et de la rotation des actifs physiques. Pour que le progrès technique pénètre, ça veut dire qu'il faut que vous remplaciez quelque chose que vous aviez par quelque chose d'autre, ou que vous rajoutiez à ce que vous avez déjà quelque chose d'autre. C'est ça, la pénétration de la technologie. Et donc, ça veut dire de l'énergie, à la fois pour fabriquer les nouveaux objets ou pour les remplacer. Et dans un monde qui devient sobre en énergie, cette rotation du capital physique, elle se ralentit. Donc ça veut dire que la technologie pénétrera moins vite, même si les ingénieurs géniaux font des trouvailles géniales. Cette trouvaille géniale mettra plus de temps à diffuser au sein de la population, pour autant qu'elle soit capable de diffuser. Et par ailleurs, l'abondance énergétique nous a permis de complexifier. Alors là, je suis désolé, je vais vous faire un tout petit peu mal au crâne avec de la physique. Vous avez en physique une grande loi dans la thermodynamique qui est le deuxième principe de la thermodynamique qui dit que dans un système clos, la quantité de désordre ne peut que croître au cours du temps. Ce qui veut dire que pour ordonner un système, vous êtes obligé d'exporter du désordre. C'est ça que dit le deuxième. Alors je vous le traduis en termes environnementaux. Plus vous faites au sein de la société des hommes des dispositifs complexes, c'est-à-dire avec beaucoup d'ordre à l'intérieur, plus vous êtes obligé de saloper l'environnement. Et vous ne pouvez pas y échapper, parce que c'est le deuxième principe de la thermodynamique qui vous dit ça. Ce qui veut dire que si on veut moins saloper l'environnement, on va être obligé de simplifier les systèmes qu'on utilise. On va être obligé de les simplifier. Et les simplifier, au sens classique du terme, ça veut dire moins de technologie. Alors ça veut dire très concrètement des alliages moins sophistiqués parce qu'ils sont plus facilement recyclables, ça veut dire de l'électronique moins performante parce que plus modulaire et parce qu'on recyclera des trucs qu'on utilisait déjà il y a 20 ans et donc ils sont performants comme il y a 20 ans et pas performants comme aujourd'hui. Ça veut dire, voilà, ça veut dire un certain nombre de choses de cette nature. Est-ce que c'est la mort ? Non. Du reste, ne pas le faire, ça ne veut pas dire que le monde ne va pas bouger, je l'ai déjà dit. Mais ça veut dire effectivement qu'on aura moins de technologie au sens où on l'entend habituellement, on aura moins de gadgets, ça c'est absolument certain. Est-ce qu'on aura plus de ruralité ? Alors là c'est pareil, quand on regarde d'où on vient, la réponse est oui. C'est-à-dire que dans l'ancien temps, quand on avait des transports qui étaient peu disponibles, eh bien l'essentiel des gens devait être pas trop loin de là où ça pousse, parce que c'est comme ça qu'on mange. Donc dans un monde dans lequel les flux physiques vont baisser, la logique voudrait qu'on ait besoin de dégonfler les mégapoles. Donc personnellement, je pense qu'aujourd'hui, tous les projets d'urbanisme qui consistent à faire grossir les mégapoles sont des trucs qui vont nous envoyer dans des impasses. Ça prépare de la déshérence. Ça prépare des populations qui vont être économiquement insolvables. Je pense que c'est ça que ça prépare. Et ça veut dire qu'il faut revenir à un urbanisme avec des villes plus petites et forcément un tissu rural plus important. Voilà. Alors est-ce que là c'est pareil ? Est-ce que c'est une catastrophe ? Il faut s'organiser de telle sorte pour que la réponse soit non. Et puis avant qu'on soit vraiment à l'os, je pense quand même qu'il va y avoir du temps. Mais quelque part, il y a une forme de logique à ça, c'est-à-dire que, encore une fois, dans l'ancien temps, les besoins essentiels, c'est notamment manger, ne pouvaient être assurés qu'en étant pas très loin de là où était la production agricole. Ça veut aussi dire incidemment qu'il faut déspécialiser le monde agricole. Donc dans le PTEF, on propose de déspécialiser partiellement le monde agricole. Aujourd'hui, il y a 1 camion sur 3 en France qui transporte quelque chose qui se mange. Dans un monde avec très peu de pétrole, c'est quelque chose qui ne flotte pas. Donc ça veut dire que la polyculture élevage qu'on avait dans l'ancien temps, quelque chose qui minimise les transports intermédiaires dans le monde agricole et qui rapproche les biens directement consommables de la population. C'est beaucoup plus performant dans un monde sobre énergétiquement que le modèle qu'on a créé aujourd'hui où on a toutes les grandes, où on a fait un modèle agricole de commodité à l'exportation en gros. Donc on met les grandes commodités dans des zones très spécialisées dans le monde et on s'en fout parce qu'on peut relier toutes ces zones avec des bateaux et des camions autant qu'on veut. Ça ne marche pas dans un monde très sobre sur le plan énergétique et il faut revisiter ce modèle. Et revisiter un modèle agricole, c'est long parce que c'est comme revisiter tous les modèles culturels, ça prend 1 à 2 générations, c'est pas un truc qui se fait en 3 ans, ou en tout cas la version en 3 ans est une version pas sympathique. Donc est-ce qu'on va avoir donc la réponse, les 3 items dans la question, la réponse est oui à chaque fois. Et il nous appartient d'en être conscient et de nous organiser de telle sorte que ce soit vécu plutôt comme quelque chose de sympathique et pas comme un drame.